Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue une fois de plus à notre édition, notre émission dans laquelle nous abordons des questions très très importantes liées à la spiritualité. Otep à tous, shalom à tout le monde. Nous parlerons ici de la force qui se trouve dans les plantes, ou tout au moins la sagesse qui est comme ça liée aux plantes et tout ce qui est attaché à cette connaissance-là. Nous l'aborderons du mieux que nous pouvons. Nous parlerons aujourd'hui en particulier d'un sujet qui est très très demandé, qui est celui du clos de girofle. Il faudrait savoir déjà le girofle qui vient du giroflier. Nous aborderons cette thématique, toujours dans le sens de parler de la phytothérapie, qui est déjà en réalité, lorsqu'on parle de phytothérapie, phyto qui vient du mot végétal, qui signifie végétal, ce terme peut également traduire par la thérapie, par la végétale, par le végétal. Donc nous parlerons ici justement de cette guérison-là, à l'attention de tous. Mais toujours est-il important que dans un sens purement spirituel, dans un sens purement rural, nous puissions retracer ici l'histoire très très importante de ce que c'est que les plantes et les arbres. Bien évidemment, plusieurs personnes vous diront qu'en réalité, les plantes ou les arbres émanent de la nature, mais personne ne peut donner réellement l'exégèse et tout. Vous devez savoir que le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, qui était le grand rabbin comme ça de l'Égypte à l'époque, a écrit un ouvrage qui s'appelle comme ça La guérison racitique, dans lequel il parle justement de la force qui est cachée dans les plantes. Et dans plusieurs ouvrages également du Arya Kadosh, de la mystique juive, la tradition qui est la mienne, il y a également beaucoup de notions là-bas renvoyées aux plantes. Il faudrait déjà savoir que les plantes comme ça, que ce soit des plantes ou des fruits, c'est des réincarnations. Autrement dit, c'est des particules d'âme réincarnées qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est très, très important déjà de comprendre la notion d'ancestralité ou la notion d'ancêtre avant d'arriver à ce niveau, toujours dans le sens de la spiritualité. Il est important de savoir en réalité que lorsqu'on parle d'ancêtre, il s'agit de quoi? Parce que plusieurs personnes aujourd'hui, nous sommes nous vivons dans un monde, comme le dit le Zohar, Alma Beshikra, un monde de mensonges dans lequel la plupart des personnes en réalité ne considèrent plus la question de la spiritualité, d'où le fait qu'il soit important aujourd'hui de faire ce préliminaire pour pouvoir expliquer toutes les choses afin qu'on puisse comprendre. Je suis le Bombok, Ori Yehuda Wayag, et je vais vous expliquer plein de choses comme ça qui vous permettront de comprendre encore la force comme ça de nos traditions qui s'enracinent évidemment dans la Mishnah, et chaque fois nous reviendrons sur cette connaissance-là de la phytothérapie qui est en train d'être abandonnée par plusieurs personnes, qui abandonnent même la force des plantes, et la plupart des personnes aujourd'hui oublient même en réalité les noms des plantes comme nos grands-parents les connaissaient, c'est-à-dire telle plante porte tel nom, telle plante porte tel nom, et c'est à telle chose. Il est plus qu'important de pouvoir sauver la situation aujourd'hui tout en revenant à chaque fois, même si c'est une plante par émission, et à chaque fois essayer d'expliquer l'origine comme ça afin que tout chacun puisse se retrouver bien évidemment dans cette grande forme de sagesse, et que nous ne puissions pas perdre le fil au fil des années, de transmettre justement cet héritage-là à nos enfants afin qu'ils puissent eux aussi à leur tour transmettre à leurs enfants afin que cela reste. Parce que n'oubliez pas, le fait de ne pas oublier l'utilité et la fonction des plantes, c'est également le fait de se rapprocher de nos ancêtres qui également sont incarnés à l'intérieur de ces plantes-là et qui ont conservé la plupart de leur énergie. Mais pour ça, il est important aujourd'hui d'expliquer justement la notion d'ancestralité, de pouvoir expliquer c'est quoi l'ancêtre. Bien sûr, bien évidemment, cet enseignement, c'est à l'attention comme ça de la plupart de nos frères qui ne comprennent peut-être pas le thème ancêtre aujourd'hui et qui ne savent pas à quoi est-ce que le thème ancêtre en réalité renvoie. C'est quoi en réalité les ancêtres? Je vous donnerai une information. Le mot ancêtre, qui signifie en réalité ton quatrième grand-père, qui parle de quatrième grand-père ici, parle en réalité du père de ton arrière-grand-père. Ok? C'est-à-dire quoi? Ton quatrième grand-père
n'est plus appelé grand-père en réalité, mais plutôt ton ancêtre. Alors, le troisième est ton arrière-grand-père, le deuxième est ton grand-père et le premier est ton père. Alors, il faut savoir que vos ancêtres aujourd'hui sont juste en réalité vos grands-pères de la 4e génération. Comprenez? Nombre de personnes, surtout nous les jeunes d'aujourd'hui, avons tendance comme ça des fois à ne pas considérer notre ancestralité, nos ancêtres, comme par exemple nos parents. On ne les considère pas. Ce qui pousse certains comme ça à Dieu ne plaise, Shalom, à injurier ou à les renier carrément. Alors, ce que vous devez savoir aujourd'hui, vous imaginez les quantités de malheurs qui peuvent s'abattre comme ça, que nous pouvons attirer à Dieu de plaise sur nous, en insultant simplement comme ça nos propres parents, les parents de nos parents, et à ne pas savoir ou en diabolisant leurs pratiques. C'est déjà grâce à eux que nous existons aujourd'hui, donc nous devons faire énormément gaffe. Vous devez donc savoir que dans la tradition mystique, dans la tradition juive, sur la pensée spirituelle, moi en tant que chef traditionnel du clan Bassa, vous devez savoir que dans ce qu'on appelle l'Ombok, c'est-à-dire la spiritualité bantou, vous devez savoir que la notion de plante ou la notion d'arbre est une notion qui ne se détache pas de la force de ce qu'on appelle les ancêtres. Autrement dit, nous utilisons les plantes en réalité parce que c'est une façon pour nous de nous connecter à notre source, à notre force. De la même manière que nous avons eu à l'expliquer plusieurs fois, et lorsqu'on parlait justement en hébreu du cas des ophot, de la volaille qui est expliqué dans le char à mitzvot, comme ça, parachat Shmini, la DAF, je crois, la DAF, ça va me revenir. On a expliqué que c'était quoi la volaille, on a parlé de Gévrod, expliqué plein de choses pour expliquer en réalité que le cas de Bilam qui est mentionné dans le Sfer Likutim, la paracha Balak, il est expliqué là-bas au niveau de la DAF Memret, il est expliqué là-bas dans Char Apsukim du Aria Kadosh, il est expliqué là-bas en réalité que Bilam, qu'on appelle Balam ou Balak, était comme ça, qu'on parle par exemple de Balak Ben Tzipor. Le mot Tzipor, ça en hébreu, ça veut dire en réalité un oiseau. Pour dire que la plupart des rituels que faisait Balak, qui veut dire homme noir, étaient en réalité attachés comme ça aux ophotes. Off veut dire oiseau, volaille. Et pour comprendre qu'en fait, toute la spiritualité africaine s'enracine justement dans le fait de dire, lorsque le Zohar Kadosh le dit, comme ça, Tikkun Zohar, il a expliqué qu'il était réellement le fils d'un oiseau mamash, c'est-à-dire qu'en réalité, il ne s'appelle pas Ben Tzipor pour rien, c'est parce que Balak était réellement le fils d'un oiseau. Autrement dit, pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une connexion comme ça entre la nature qui est face à nous et nous-mêmes les hommes. Revenons au cas de la plante pour ne pas trop s'égarer. Vous devez savoir que dans la tradition bantou, les plantes en fait représentent notre ancestralité, nos ancêtres. D'où le fait que lorsque nous sommes malades, lorsque nous souffrons, par exemple nous qui sommes en Afrique, on a toujours tendance à avoir recours aux plantes comme ça pour résoudre un problème. Et chaque fois qu'on a recours aux plantes, on parle justement aux plantes de nous prêter leurs forces. Lesquelles des forces? C'est ce qu'on enseigne justement dans la Kabbale. De dire qu'en fait, c'est le 4e degré de ceux qui sont allés au Kaf Akela, pour me demander les Kaf Akela, et qui prennent une réincarnation étrange. La plupart de nos ancêtres, en réalité, sont connectés à cette dimension-là de dire qu'ils sont réincarnés dans la force de la nature. Dans cette culture africaine, vous verrez par exemple, lorsqu'on accouche un enfant, on plante un arbre. On plante un arbre et cet arbre représente justement cet enfant-là. On le déterre un baobab n'importe comment, par exemple. C'est de dire simplement que les plantes, en réalité, ont une force. C'est pour ça que dans la tradition mystique, la tradition bantou, dans la Kabbale bantou, vous devez savoir que dans la Kabbale bantou, la plupart des forces, que ce soit les forces de la consultation, que ce soit les forces de la divination, la fabrication même de l'instrument de la consultation se fait à partir des plantes qu'on réanime par certaines invocations. Alors, cela signifie quoi? Cela signifie que les plantes, en réalité, ont une place très, très importante.
et qu'il faudrait déjà respecter cela et savoir qu'il n'existe pas, nul ne peut se développer aujourd'hui à partir des cultures autrui. Et qu'il est plus qu'important aujourd'hui pour nous qui sommes africains de rentrer dans cette structure-là et de pouvoir retrouver notre véritable connexion à nos ancêtres, à la nature, et de ne pas vivre dans un endroit où il n'y a pas d'arbres, de ne pas vivre dans un endroit où il n'y a pas la nature, de ne pas vivre dans un endroit où c'est le développement à outrance. Et dans ce développement à outrance-là, on vient à déraciner tout ce qui fait notre spiritualité, c'est-à-dire la nature, et qu'on vienne à perdre tout cela. Il est important de vivre dans un environnement où il y a au moins un arbre planté, des arbres un peu de partout, et qu'il y ait des plantes, parce que vivre avec les plantes, c'est ça réellement le secret du salut de l'âme, le secret de beaucoup de choses comme ça. Et vous pourrez mieux comprendre comme ça tous ces rapports-là, vous pourrez mieux comprendre encore toutes ces choses-là comme ça, et vous pourrez encore mieux intégrer au fur et à mesure que nous allons évoluer, parce qu'il est important de comprendre déjà à quel niveau les plantes se situent et où est-ce que les plantes sont attachées. Et une fois que vous avez compris ce que c'est en réalité les plantes, là on peut avancer. Là vous comprenez qu'en fait tout ce qu'on va dire tout à l'heure ne se détache pas de nos ancêtres, d'où le fait que lorsque nous prenons ce qu'on appelle les clous de girofle et qu'on décide de l'utiliser, que ce soit pour la purification, que ce soit pour n'importe quoi, les forces qui sont incluses, que Dieu il a placées à l'intérieur de ces plantes, ces forces-là dépendent en réalité de nos ancêtres. On voit plein de personnes aujourd'hui qui entrent dans la science des plantes, mais qui ne veulent pas reconnaître leur ancestralité et qui jouent plutôt un double jeu avec leurs ancêtres. Mais vous devez savoir que dans la tradition bantou, qui parle de plantes, parle d'ancêtres. Ce n'est pas détaché. Il faudrait savoir que la nature, en réalité, elle est connectée comme ça. Tu ne peux pas oublier l'histoire. Ce n'est pas possible d'oublier l'histoire. Alors, vous devez savoir donc que le clou de girofle est déjà originaire d'un arbre qu'on appelle le giroflier. Arbre poussant comme ça dans les régions des mollusques. C'est-à-dire, il est cultivé par exemple dans de nombreux pays tropicaux. En particulier, par exemple, on a le Zanzibar. Zanzibar, c'est produit. À l'île de Madagascar, généralement, c'est produit. En Indonésie et au Sri Lanka, c'est également produit également en Malaisie. Ça, vous devez le savoir. Il porte des feuilles qui sont comme ça opposées, lanceolées et luisantes. C'est-à-dire qu'une fois que vous verrez la manière même de cueillir, même tout cela, on prend les bourgeons, mais lorsque les bourgeons n'ont pas encore fini de s'ouvrir en pétales, on les cueille directement et lorsqu'on les cueille, on les fait sécher et ils prennent comme ça une couleur qui se veut être brune. Mais d'où nous sort cette découverte? En réalité, on arrive à découvrir, ou tout au moins la personne qui a eu à découvrir comme ça les clous du girofle, c'est le célébrissime botaniste français qu'on appelait Pierre Poivre, entre 1719 et 1786, qui en réalité va planter les premiers girofliers en Île-de-France comme ça, ce qu'on appelle l'actuelle île Maurice. Donc il va planter, puis également il ira aussi le faire comme ça aux Antilles. Vous voulez savoir, originaire donc de l'archipel des mollusques, on oublie qu'en réalité les clous de girofle étaient une épice très recherchée et donc très très chère. C'est-à-dire sur le plan déjà de l'histoire, ce n'est pas quelque chose que vous devez traiter avec beaucoup de négligence. Vous devez considérer cela, vous devez mettre cela en mémoire parce qu'aujourd'hui en réalité en Indonésie, lorsqu'on parle de l'Indonésie était comme ça le plus grand producteur de clous de girofle avec un volume de production allant à 133 604 tonnes métriques en 2020 et représentant une production mondiale de près de 72,9%. Les autres plus grands producteurs de clous de girofle sont également Madagascar, la Tanzanie et le Comore et le Sri Lanka. On est également de ce côté-là. On arrive à voir, vous comprenez donc que ce n'est pas donné, c'est-à-dire même les zones en réalité où on retrouve les clous de girofle aujourd'hui, c'est des zones assez importantes, c'est des zones assez reculées. C'est pour ça que lorsque vous avez une poignée de clous de girofle, vous devez traiter avec beaucoup de soins, beaucoup de soins, beaucoup de soins. Vous devez le savoir. Alors, aujourd'hui, les girofliers est ordinairement, c'est-à-dire on les retrouve au niveau des mollusques, c'est-à-dire en Indonésie. Et vous devez savoir que le clou est le bouton floral, c'est-à-dire c'est au niveau de la tête. On va le prendre, on va le sécher et après on va l'utiliser pour plusieurs comme ça,
on va l'utiliser avec plusieurs méthodes que je vais donner tout à l'heure, soit écraser en poudre, soit à quoi est-ce que ça sert, c'est quoi le goulot, c'est ce que je vais expliquer tout à l'heure d'un moment à un autre. Alors à chaque fois, on va procéder par des questions, les questions qu'on m'a posées, et je crois que ça serait plus élaboré comme ça de pouvoir répondre à la question du clou de girofle et prochainement on prendra une autre thématique pour en parler. On m'a posé plusieurs questions, notamment je crois 6 à 7 ou en allant à 9 questions. On m'a posé la question pourquoi le clou de girofle est interdit aux femmes allaitantes. Quel est l'autre nom du clou de girofle? Quelles sont les maladies que le clou de girofle peut soigner? Pourquoi boire l'eau de clou de girofle? Quel est le meilleur clou de girofle? Pourquoi mettre les clous de girofle dans un citron? Quels sont les bienfaits du clou de girofle pour l'homme? Quel est le rôle du clou de girofle? Quels sont les avantages et les inconvénients du clou de girofle? Et ensuite, comment utiliser le clou de girofle pour faire pousser les cheveux? Et quels sont les bienfaits du gingembre et du clou de girofle? Donc, vous voyez, plusieurs questions sont posées, notamment la première concernant pourquoi le clou de girofle est-il interdit aux femmes enceintes. Alors, il faudrait dire en effet, la consommation excessive comme ça de clou de girofle pourrait provoquer, à Dieu ne plaise, ce qu'on appelle des fausses couches ou des difficultés de croissance chez les enfants allaités, c'est-à-dire l'usage thérapeutique des clous de girofle est donc déconseillé chez les femmes enceintes et allaitantes. Vous devez savoir que le clou de girofle, il est très très puissant. Il est très très puissant, donc des fois certaines femmes l'utilisent pour faire leur toilette intime et il peut arriver que lorsqu'une femme est enceinte, c'est vrai que le clou de girofle détruit beaucoup de bactéries au niveau de l'appareil comme ça de la femme, c'est-à-dire chauffer, tiédir de l'eau dans laquelle on mettra un clou de girofle et dont la femme devra mettre en dessous d'elle comme ça, il ne faudrait pas que les femmes enceintes le fassent parce qu'en réalité, ça va, comme ça a énormément d'énergie, ça peut désaxer comme ça et ramener la grossesse. Des fois, on peut se retrouver en train d'avoir ce qu'on appelle un placenta prévia. Et il est très, très déconseillé comme ça aux femmes enceintes justement d'utiliser comme ça d'une façon excessive le clou de girofle. Quel est l'autre nom du clou de girofle? Alors, on parle bon, figurement pas de clou de girofle, ou bien de giroflier, hein, ou bien, oui, clou de girofle ou giroflier, là, il s'agit simplement de l'arbre. Quelles sont les maladies que le clou de girofle peut soigner? C'est déjà un antiseptique puissant, ça vous devez le savoir, c'est un antiseptique puissant. Il agit également contre les infections urinaires, comme je le disais tout à l'heure, telles que ce que j'appelle les cystites et les calculs rénaux. Et également, le clou de girofle est utilisé comme anti-inflammatoire contre le mal de dents et les bains de bouche. C'est-à-dire que si quelqu'un il a mal à la dent, cette personne elle doit prendre le clou de girofle et se faire un bain de bouche avec. Ça va atténuer considérablement la douleur et pourquoi pas la voir disparaître complètement. Pourquoi boire l'eau de clou de girofle? Alors, il faut boire l'eau de clou de girofle en réalité pour améliorer la digestion et réduire également les nausées. C'est-à-dire, lorsque vous mangez, il est important pour votre hygiène corporelle d'avoir toujours de l'eau de clou de girofle à côté pour faciliter votre digestion comme ça. Vous devez aussi savoir que l'infusion de clou de girofle peut également favoriser une digestion sainte en soulageant les ballonnements et en apaisant également les inconforts gastro-intestinaux. Les propriétés antiémétiques de clou de girofle permettront également de réduire les vomissements et soulager également comme ça les questions de nausée. Quel est le meilleur clou de girofle? Alors, vous devez savoir que le meilleur clou de girofle est l'épice dans sa forme la plus fraîche possible. Soit le produit entier, c'est-à-dire quoi, tout le bâtonnet en entier. Il est conseillé également d'opter de gros clous de girofle, notamment ceux de Penang. C'est-à-dire que vous allez prendre, lorsqu'il est en entier, ne le cassez pas. Il faut utiliser tant le bourgeon que toute la racine. Voilà, autre question, pourquoi mettre les clous de girofle dans un citron?
Alors, vous devez savoir que, en fait, le mélange de ces deux parfums est un répulsif naturel déjà contre les mouches et les moustiques. Si vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de mouches et de moustiques, vous devez prendre les clous de girofle auxquels vous associez avec du citron, comme ça, et vous allez poser un absorbant, soit un tissu blanc dessus, ou le laisser carrément ouvert, et il empêche comme ça de par son odeur le passage comme ça des moustiques dans des maisons. Au bout déjà de quelques jours, vous verrez la pulpe de citron se colorer et prendre une teinte marron déjà qui tend vers celle comme ça du clou de girofle. Ne vous inquiétez pas déjà, cette réaction est naturelle et c'est justement la preuve que votre technique en réalité marche parce qu'elle devra se faire absorber comme ça par le clou de girofle. Quels sont les bienfaits du clou de girofle pour l'homme? En réalité, tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que le génol presse euh, dans le clou de girofle, comme ça, peut dilater les vaisseaux sanguins. Pressés. Lorsqu'on les presse dans le clou de girofle, ça peut dilater comme ça les vaisseaux sanguins. Cela peut également améliorer la circulation comme ça sanguine et favoriser l'afflux sanguin vers les organes génitaux. Ça, c'est très important, ce qui également amènerait une amélioration de la fonction érectile chez les hommes. Autrement dit, c'est-à-dire quoi, si par exemple un homme il a une faiblesse sexuelle par exemple ou qu'il ait des problèmes à ce niveau, il est important qu'il puisse comme ça consommer les clous de girofle pour améliorer justement la sécrétion, tout au moins pour améliorer comme ça son érection. Excusez-moi. Quel est le rôle du clou de girofle? Alors, le clou de girofle déjà serait intéressant, très intéressant pour prévenir et soulager les infections urinaires, comme je l'ai dit, quant à leurs propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et antalgiques. En effet, il faut savoir que le clou de girofle possède un principe actif nommé eugenol qui détient une action bactéricide contre, comme ça, en réalité, les bactéries. Quels sont les avantages et les inconvénients du clou de girofle? Alors, le clou de girofle déjà est une épice savoureuse et aux multiples bienfaits. Mais il est important de le consommer avec modération. En effet, en cas de surdosage, il peut entraîner des effets secondaires indésirables tels que des troubles du système nerveux, des désordres du système digestif et une toxicité pour également le foie de l'homme, à Dieu ne plaise. Bon, comment utiliser le clou de girofle pour faire pousser les cheveux? Alors, le clou de girofle, en réalité, ça c'est pour les soins capillaires. Il faudrait dire que les soins capillaires et les peaux, il y a l'action du clou de girofle. C'est-à-dire il faut mettre juste les clous de girofle comme ça dans un petit pot et verser l'huile végétale de coco sur ces derniers jusqu'à ce qu'ils soient complètement recouverts. Laissez macérer comme ça durant au moins 3 semaines en remuant de temps en temps et après vous appliquerez sur la partie qui se trouve être malade comme ça et ensuite vous aurez un résultat qui se veut être immédiat. Quels sont les bienfaits du gingembre et du clou de girofle? En réalité, le mélange comme ça du gingembre et du clou de girofle est un puissant brûleur de graisse du ventre. Beaucoup d'entre nous veulent brûler les graisses du ventre, mais savez-vous que le clou de girofle et le gingembre sont de puissants brûleurs de graisse? Vous pouvez essayer, puis vous verrez. Alors, est-ce dangereux de manger le clou de girofle? Alors, ainsi, il semble qu'une consommation modérée de clou de girofle ne soit pas un danger pour la santé comme ça du foie. Par mesure donc de précaution, il est donc recommandé de ne pas consommer plus de 4 ou 6 clous comme ça de girofle par jour et d'en consommer 1 à 2 fois par semaine. Pourquoi manger 2 clous de girofle par jour? Il vous faut juste savoir qu'ils sont bons pour les os. Ils sont bons pour les os et pour les articulations déjà. Ils contiennent certains éléments comme les flavonoïdes, du manganèse également, de la GNL qui favorise comme ça la santé des os et également de certaines parties du corps. Quel est l'effet du clou de girofle sur le visage?
Comme je l'ai dit plus haut, c'est un antibactérien déjà. Les clous de girofle contiennent de l'eugénol, un composé qui peut tuer les bactéries responsables de l'acné et des boutons, ce qu'on appelle les exfoliants, c'est-à-dire les clous de girofle réduits également sous forme de poudre, c'est-à-dire lorsqu'on viendra les écraser, contribue comme ça à améliorer les cellules mortes de la peau et favorisant ainsi le renouvellement cellulaire. Alors, autre question, est-ce que le clou de girofle est bon pour le foie? Alors, le clou de girofle peut également favoriser la meilleure fonction hépatique. C'est-à-dire, certains essais ont montré que le génol présent dans les clous de girofle peut aider à réduire les signes de cirrhose de foie et également au niveau des hépatites aussi. Il peut également améliorer la fonction hépatique générale. Donc, c'est très important. Est-ce que le clou de girofle fait baisser la tension? Dans ce cadre, le clou de girofle pourrait être judicieux en cas d'hypertension grâce à leurs propriétés vasodilatiques et antioxydantes et également d'hypertension grâce à leurs bienfaits tonifiants. Donc, il est important aussi d'en consommer parce que ça réduit au maximum. Ok. Alors, donc voilà quelques informations. Et il faut aussi savoir qu'à un moment, le clou de girofle aussi, c'est un aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque et il y a beaucoup de questions qui sont posées. Quelle est la vitamine dans le clou de girofle? Alors, vous devez savoir que le clou de girofle est riche en huiles essentielles. Il contient également un puissant antibactérien, le génol, que j'ai dit tantôt, des tanins, des flavonoïdes, ainsi que du phosphore, du calcium, du potassium, de la vitamine C, de la vitamine A et aussi également du fer. Autre question, est-ce que le clou de girofle est un anticoagulant? Le clou de girofle dispose d'autres propriétés, hein. C'est un anticoagulant déjà. Il participe à la tonicité endocrinienne de l'utérus et utérine autant pour moi. Il est indiqué par sa participation dans la lutte contre les ballonnements, la diarrhée, l'infection intestinale et les inflammations de l'intestin grêle ou du côlon et aussi ce qu'on appelle les spasmes intestinaux. Donc, il est très important comme ça de... C'est ce que je voulais expliquer sur ce que c'est que le clou de girofle pour que plusieurs puissent comprendre l'action comme ça dans le temps et le respect également de ce que c'est, de ne pas jeter n'importe où, de ne pas mépriser cela, de ne pas laisser traîner des bourgeons de clou de girofle dans certains endroits. Il est très très important de traiter avec respect parce que ça se fait de plus en plus rare et la plupart des produits cosmétiques aujourd'hui et certains autres produits sont fabriqués à base de ça. Donc, il est très très important de traiter les clous de girofle avec énormément de respect. Otep à vous. Shalom, shalom, shalom.